Je vais juste tester, voir si ça c'est bien parti. Comme ça, on va être sûr que on va être correct. Ouais, c'est bon. Merveilleux. OK. Bon, bien, bonjour, India Desjardins. Merci d'avoir accepté mon invitation pour une entrevue. Ça fait plaisir. Écoute, je suis tombée justement en amour avec ton livre Mr. Big, donc ou la glorification des amours toxiques. Puis j'ai vraiment eu envie de t'interviewer sur ce livre-là, entre autres. Tu es une personne comme tu es une auteure à succès, là, on peut le dire, là, avec le journal d'Aurélie Laflamme. C'est beaucoup comme ça que tu t'es fait connaître, entre autres. C'est vrai. Ouais, puis c'est comme là j'ai vu que c'était ça a été adapté au cinéma, donc je l'ai même regardé avec mes enfants dernièrement, puis dans plusieurs langues aussi. Puis tu as écrit la BD aussi Célibataire que j'ai beaucoup apprécié, qui était très drôle d'ailleurs. C'est fine. Donc puis je pense que l'avant-dernier livre c'était Les baleines et nous, c'est ça? Ouais, ça c'est le dernier livre, celui que j'ai sorti cet automne, juste après Mr. Big. Oui, c'est ça, juste après celui-là. Puis moi, je voudrais savoir un petit peu, en premier lieu, on peut peut-être résumer le livre Mr. Big. Ce serait le fun que toi-même, tu fasses un résumé, voir comment tu le décris. Ben, en fait, ça faisait plusieurs années que j'avais des réflexions sur l'influence de la fiction sur nos vies. Est-ce que ça se peut que certaines images, certaines valeurs, certaines choses restent collées dans nos têtes? Puis je pensais beaucoup aux histoires d'amour, comment elles sont présentées, et puis je me demandais, est-ce que la façon dont on présente les histoires d'amour pourrait avoir une influence sur comment on les vit? Puis j'avais cette idée-là dans ma tête, mais j'avais pas de preuves, j'avais juste des réflexions, des observations. Puis pendant la pandémie, on dirait que j'ai voulu aller vérifier mes hypothèses. Donc, mon essai, c'est un peu mon enquête à savoir est-ce que les histoires d'amour peuvent avoir une influence? Puis, est-ce que ces histoires d'amour-là qu'on nous présente comme romantiques camouflent pas un peu de violence, ce qu'on appelle de violence psychologique, qui est une forme de violence conjugale, en fait. Donc, c'est un peu mes analyses, ce que j'ai trouvé. Et puis, ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est des fois des réponses qui confirmaient ce que je pensais. Des fois, c'était beaucoup plus nuancé que ce que j'avais au départ dans ma tête. Donc, on suit vraiment mon enquête à travers ce questionnement-là que j'avais par rapport à moi comme consommatrice d'histoires d'amour, mais à moi comme autrice aussi de fiction. Oui, c'est ça. Puis tu déconstruis vraiment. Puis Mr. Big, ça fait allusion à Mr. Big dans Sex and the City, là. Oui, c'est vrai, excuse-moi. C'est que dans le fond, là, j'ai pris comme modèle Sex and the City, qui est une série, dans le fond, des années fin 90, début 2000. Puis Mr. Big, c'est un peu l'archétype de l'homme, de l'idéal romantique à atteindre pour une femme dans les comédies romantiques. Puis pourquoi j'ai choisi Sex and the City, c'est que c'est une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai vraiment écoutée et réécoutée et réécoutée. Donc, je voulais vraiment partir de quelque chose que j'aime pour essayer de l'analyser. Mais aussi, je me disais, ah, c'est une vieille série, fait qu'au pire, ça fera pas vraiment de peine aux gens parce que c'est pas une série qu'ils aiment en ce moment. Mais je savais pas qu'il allait sortir une nouvelle saison, puis un reboot, puis tout ça. Donc, tu sais, moi, je pensais vraiment, là, tu sais, je me disais, ah, je vais aller vers quelque chose du passé, puis je vais raconter ça. Parce que, tu sais, c'est difficile de parler de violence psychologique, tu sais, c'est difficile. Fait que je trouvais que cette histoire-là, elle avait tellement de ramifications, de facettes que je trouvais ça inspirant. Puis je l'avais tellement vu souvent que je pouvais en parler comme si c'était mes amis. Donc, même, tu sais, il y a une petite fille en ce moment qui est en train de lire, elle a 12 ans, elle n'a jamais vu Sex and the City, mais j'ai tellement réussi à raconter ça comme s'il s'agissait de mes amis, que peu importe la série ou, tu sais, si on connaît les personnages ou non, on est capable de comprendre par mes exemples, puis on est capable de les mettre à des séries d'aujourd'hui. Tu sais, il y a plein de gens qui ont dit « Ah, je connais pas Sex and the City, mais ça m'a rappelé telle série que j'aime, telle série. » Donc, moi, ce que je voulais, c'est qu'on puisse appliquer ce que je racontais,
que je partais d'un exemple précis, qu'on puisse les appliquer à n'importe quoi qu'on regarde. C'est ça. Puis tu as fait un super beau travail, là. Donc, de tout documenter, tu sais, c'est vraiment impressionnant. Tu t'es retapé vraiment la série au complet, tu as ressorti beaucoup d'exemples, là, justement. Puis il y avait même des choses que j'avais oubliées. Il y avait des choses que, tu sais, comme quand je dis l'exemple que lui dit prends-moi comme un passeport. Oui, un passeport pour une vie merveilleuse. Tu sais, j'avais oublié qu'il disait ça, mais c'est pour ça que je dis, il y a tout dans Sex and the City. Tu sais, il y a l'inégalité des classes, il y a tu sais, des rapports de domination parce que je voulais beaucoup parler de violence psychologique qui est une forme de violence méconnue. Tu sais, il y a 5 types de violence conjugale. Celle qu'on connaît beaucoup, c'est la physique. Puis, on se sensibilise beaucoup plus aux violences sexuelles maintenant, donc aux abus, aux agressions, tout ça. Mais dans les méconnus, il y a la verbale, qui est quand même plus facile à identifier parce que c'est des insultes. Mais dans les vraiment moins connus, il y a la psychologique et la économique. La violence économique, tu sais, de vraiment manipuler quelqu'un par les finances. En ayant plus d'argent que l'autre, finalement. Oui, mais en empêchant l'autre de pouvoir avoir sa propre indépendance, en faisant du chantage avec l'argent, tout ça. Donc, ça, c'est une forme de violence. C'est la violence psychologique, qui est une forme de violence où il y a un rapport, ben dans toutes les formes de violence, en fait, il y a un rapport de domination. Donc, c'est un rapport inégal, il y a une asymétrie du pouvoir. Et il y a une personne qui a beaucoup d'incidence sur une personne, qui manipule, qui contrôle par toutes sortes de façons. Et puis, l'autre personne doit se soumettre à la volonté de l'autre. Puis ça crée vraiment une dynamique. Le mot qu'on utilise beaucoup maintenant, c'est toxique. Mais en fait, le mot toxique a beaucoup été utilisé pour des fois ne pas nommer que c'est une forme de violence, en fait. Oui, c'est intéressant. Puis c'est assez sournois aussi, hein, comme façon de faire. Tu sais, déjà, moi, juste avec ton livre, là, moi, ça m'a vraiment marqué d'emblée parce que j'ai fait, mon Dieu, tu sais, j'avais jamais vu les choses de cette façon-là. Tu sais, on est habitué, on a grandi, évolué avec Sex and the City. Tu sais, t'es une fan de comédie romantique. J'adore les comédies romantiques. Tu sais, j'en écoute beaucoup, beaucoup. Tout ce que tu as énuméré dans le livre, je les avais toutes vues. Mais c'est ce regard différent-là que tu apportes, tu sais, cette notion de, ben écoutez, c'est peut-être pas justement, c'est peut-être pas comme ça que ça devrait se passer une relation amoureuse. Puis nous, on grandit avec ça, ça devient des modèles. Puis nous, on essaie de transposer ça dans notre réalité. Fait que ça devient... Oui, puis ce qui m'a fasciné dans ce que j'ai trouvé, c'est que, tu sais, dans le fond, on peut pas, tu sais, on pourrait pas dire, là, mettons, on va regarder une œuvre violente, puis là, tout d'un coup, on va devenir violent, tu sais. Mais, par contre, ils ont découvert dans les recherches que si on est exposé souvent à de la violence, ben ça va pas nécessairement nous inciter à devenir violent, mais ça va nous désensibiliser à la violence. Puis, admettons que tu prends une forme de violence méconnue comme la violence psychologique et que tu exposes toujours les gens à cette forme de violence-là, qui est méconnue, ben on devient désensibilisé à une forme de violence qui est méconnue. Donc, c'est sûr et certain pour moi que ça peut pas faire autrement que d'avoir un impact sur notre façon de concevoir les relations amoureuses. Souvent, on a l'impression que quand une relation amoureuse, il y a pas de twist, il y a pas de, tu sais, il n'y a pas une histoire qui fait des feux d'artifice. Souvent, on a l'impression que c'est une histoire plate, alors que, tu sais, les plus belles histoires devraient être les histoires qui nous font sentir bien et pas qui nous font mal en dedans, tu sais. Moi, souvent, dans ma vie, j'ai confondu l'anxiété que me procurait une relation amoureuse avec de l'amour. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a à déconstruire, que l'amour devrait pas nous faire sentir mal en dedans, mais devrait nous faire sentir bien, tout en douceur, tout ça. Donc, c'est vraiment ça. Puis c'est pour ça que j'ai fait une entrevue avec une psychologue spécialisée en problématiques de violence conjugale. C'était pour aller essayer d'en connaître plus sur cette forme de violence conjugale-là, qui
sais, peut-être même là que moi, je veux pas mettre toute la faute sur les hommes ou sur nous, que comme ce qu'on aime. Tu sais, on est socialisés comme ça. On est socialisés autant les hommes que les femmes. Puis, tu sais, cette dynamique de couple-là et pas seulement dans des couples hétérosexuels. Tu sais, c'est comme une dynamique amoureuse qu'on apprend très tôt puis qui nous est répétée sans cesse dans les histoires d'amour. Donc, je pense que la conversation sur la violence conjugale, elle est très importante. En ce moment, on voit beaucoup de féminicides. Tout à fait. Elle est importante, puis je pense que la fiction doit faire partie de la conversation. Tu sais, pour moi, c'est une conversation sociale. C'est quelque chose autant social qu'on doit demander de l'aide au gouvernement, mais individuel aussi qu'on doit regarder nos constructions sociales. Puis les gens qui travaillent dans la fiction, je pense on a des questions à se poser sur ce qu'on envoie comme parce que même si on veut pas faire la morale aux gens, je pense qu'il y a toujours certaines valeurs qui sont véhiculées malgré nous. Puis des fois aussi certains construits qu'on reproduit malgré nous, juste parce que c'est comme ça qu'on raconte une histoire, puis blablabla. Tu sais, je pense qu'on a le droit de changer le narratif. Ça, t'en parles dans ton livre. Dans ce premier point, je parle aussi qu'on est un peu... il y avait un film au box-office avec Reese Witherspoon, tu le mentionnes, là, qui finalement elle décide de rester célibataire et d'être une femme épanouie seule, mais qui au box-office, elle a fait un flop parce que ça correspondait pas nécessairement à la fin des comédies romantiques auxquelles on est attaché ou qu'on veut voir finalement. Puis donc déjà, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis tu soulèves aussi cette question-là là, dans ton livre de dire c'est quoi le rôle de la fiction, parce que moi, quand je lisais ton livre, je comprenais aussi que, bon, oui, la fiction a un rôle pour nous influencer à savoir c'est quoi une relation amoureuse saine, mais en même temps, les auteurs, ils veulent aussi donner aux lecteurs ou à ceux qui regardent les films ce à quoi ils attendent. Ils veulent quand même une belle fin ou des relations parfois passionnées, mais pas toujours saines. Fait que, il y a comme... c'est pas facile non plus de d'écrire de la fiction finalement, tu sais. Ouais, tu sais, je pense pas que le public veut des histoires d'amour malsaines. Je pense qu'on pense que le public est pas capable d'avoir de l'attention sur une histoire d'amour où il y a pas plein de conflits, où il y a pas comme une espèce de suspense. Fait que je pense qu'il faut qu'on change un peu notre conception, qu'on fasse un peu confiance au public. Tu sais, je regarde juste, mettons, là, les films Hallmark de Noël, là. Il y a aucun conflit là-dedans, tu sais. Puis c'est les films qui ont le plus de codes d'écoute dans le temps des fêtes, tu sais. Pourquoi? Parce que les gens, ça leur fait juste du bien, tu sais, de regarder du monde faire des biscuits puis se promener avec des chocolats chauds. Je dis pas que les films devraient être comme ça, là, mais je dis, faut qu'on fasse confiance au public que, tu sais, regarder des gens être heureux puis tu sais, qu'il y a pas plein de trucs qui se passent qui sont pas capables de regarder ça. Au contraire, je pense que le public est capable. Puis je pense que des fois, c'est juste dans des façons d'écrire, tu sais, comme même moi, là, j'observe mes propres réflexes d'écriture. Tu sais, comme je suis en train d'écrire un film présentement. Puis là, j'avais une histoire d'amour. Puis là, tu sais, comment tu veux ajouter un suspense? Ben, tu veux que l'autre personnage ait pas l'air intéressé pour que le public se dise, ah, c'est plate, il est pas intéressé. Puis comment tu fais ça? Ben, tu vas faire des petites blagues qui ont l'air, tu sais, que la personne n'est pas intéressée. Puis là, je me suis dit, ah non, faut pas que je mette ça. On n'est pas obligé d'insulter quelqu'un pour montrer qu'on n'est pas intéressé. On peut juste avoir l'air amical ou, tu sais, comme pas... Tu sais, il y a des petites choses qu'on peut faire, là, c'est des petits détails, mais on est porté à aller là comme réflexe. Puis je pense qu'il faut s'observer puis dire, hey non, ça là, c'est ce que je regarde dans des films depuis des années. Moi, là, en tant qu'auteur, je suis capable de faire d'autres choses, tu sais. Puis c'est juste des fois des petites affaires.
toi, en plus, tu as un public jeune aussi qui te suit, là. Fait que, tu sais, c'est bien aussi que tu puisses pouvoir montrer une autre façon de vivre l'amour au grand écran, finalement. Justement, quand j'ai écrit Aurélie, j'avais déjà ces réflexions-là, mais sans nécessairement les connaissances, mais c'était des choses que moi, j'observais quand j'étais une ado, puis quand je suis venue pour écrire des livres pour ados, je voulais présenter autre chose. Puis j'ai comme naturellement dans Aurélie fait le contraire de ce que moi on m'avait montré. Je te dis pas que c'est parfait là parce que je faisais tout ça un peu par instinct, mais tu sais justement, oui j'en ai présenté une histoire d'amour toxique, mais Aurélie ne choisit pas cette histoire-là. Ça c'était voulu, tu sais c'était comme ça. Présenté comme ça pour déconstruire, parce que le choix des personnages féminins, je trouve tout le temps que c'est d'aller vers l'histoire qui marche pas depuis le début pour plaire au public, pour finalement que le personnage ait une fin heureuse avec ce personnage-là avec qui ça marche pas. Mais moi, je me dis, si ça marche pas depuis 3 films, depuis 3 livres, depuis 3 saisons de télé, à un moment donné, c'est correct d'aller ailleurs, tu sais. Puis je pense que le public est capable de prendre ces choix-là. Moi, des fois, j'ai justifié mes choix au public, tu sais, comme à un moment donné, dans un tome, Aurélie, justement, a fini célibataire, tu sais. Puis là, ils me disent, les jeunes me disaient, hey, mais ça finit mal, le tome 2, pourquoi? J'étais là, non, ça finit bien. Puis là, ils me disaient, ben non, ça finit mal, et puis avec son chum. J'ai dit, oui, mais t'as-tu vu? Elle a une peine d'amour, puis à la fin, elle s'en sort. Elle est forte. Fait que c'est une belle fin. Puis ça, là, je disais ça avant, là, tu sais, bien avant de faire mes recherches, mais pour moi, c'était important de montrer qu'une fin heureuse, c'était peut-être d'avoir une peine d'amour, puis de s'en sortir, puis de la traverser. Que ça représentait un happy end, qu'on n'est pas obligé d'avoir l'amour à la fin pour avoir un happy end, mais il peut y avoir l'amour aussi, parce que moi aussi, j'adore ça, là, les belles scènes romantiques finales, là, j'en écris, puis je trippe à ça, mais je pense que ça peut être avec un amour sain. C'est ça, à la fin, finalement, tu sais. Il y a personne qui s'est insulté, qu'il y a personne qui s'est rejeté, tu sais. Oublié pour l'autre, dit ce qu'il fallait dire, tu sais. Puis tu donnes des super bons exemples dans le livre, là, que le gars, tu sais, il fait juste être là, il déblatère pendant je sais pas combien de temps, il parle de lui à la fin parce qu'il veut c'est dans Jerry Maguire! Puis comment la société, moi, il parle juste de lui. Puis à la fin, la fille, elle dit « You had me at hello », puis maintenant, dans mon livre, tu sais, j'appelle ça le You had me at hello, tu sais, la petite phrase que le gars a besoin de dire pour aller rechercher la fille à la fin, puis que la fille, elle lui répond, tu sais, t'as pas besoin de dire tout ça, You had me at hello. Puis là, mais mon chum, puis moi, quand on regarde des films maintenant, il fait You had me at hello. Tu sais, on peut le nommer, on peut le voir, on peut voir, hey, il a pas été fin avec tout le film, puis là, il l'a eu à salut, tu sais. Juste en revenant, en étant présent, là, la fille, elle dit, moi, il est là, tu sais. Il a juste besoin d'être là, il a pas besoin d'être fin, il a juste besoin d'être là, tu sais. C'est triste, tu sais, quand on y pense. Puis c'est vrai que dans la vie, on va reproduire ça. Si quelqu'un est pas gentil avec nous, après, une semaine après, s'il revient puis il s'excuse, ben on va être porté à pardonner parce qu'on va être porté à trouver ça romantique, juste le fait qu'il revienne vers nous. Comme si le fait que quelqu'un revienne vers nous, c'est ça la romance, c'est ça qui fait qu'on a quelque chose de spécial. Alors que souvent, ça veut pas dire qu'il y a quelque chose, un lien spécial entre nous. Ça veut juste dire que c'est une relation où il y a quelqu'un qui essaie d'obtenir un certain pouvoir en montrant que la relation peut se terminer si ça se passe pas comme il veut. Ouais, tout à fait. Ça m'a fait réaliser ça en lisant ton livre aussi. Puis c'était intéressant parce que tu mentionnes les filles de Caleb aussi. J'ai aimé ça que tu parles des filles de Caleb. Puis tu dis que ça l'avait brisé, tu sais, ton espèce d'idée du romantisme, tu sais, au début ou d'une histoire d'amour, comment elle devait se finir, là. Puis oui, c'est audacieux de la part de Arlette Cousteau. Parce que dans le fond, elle a fait une histoire d'amour qui se termine très mal. Puis moi, je me disais, oh mon Dieu, ça a détruit mon rêve d'histoire d'amour, tu sais, cette histoire-là. Mais elle, quand je lui ai parlé, Arlette,
elle me disait, mais moi, je voulais montrer là, que si tu tombes en amour avec un alcoolique, là, ben ça changera pas. Il arrêtera pas d'être alcoolique parce que tu lui donnes beaucoup, beaucoup d'amour. Puis elle dit, je voulais montrer que les femmes, à cette époque-là, là, c'était très difficile parce que tu fallait que tu t'arrêtes de travailler quand tu te maries. Puis si le moindrement ton mari te laissait, puis que tu te retrouvais mère monoparentale avec 10 enfants, ben tu pouvais pas subvenir à tes besoins. C'était très difficile pour les femmes à cette époque-là. Donc, tu sais, je voulais essayer de vérifier historiquement pourquoi on est attiré par le genre prince charmant, tu sais. Historiquement, les femmes allaient vers des hommes aisés à cause des inégalités sociales, qui fait que ça permettait d'avoir une vie plus aisée, d'aller vers ces hommes-là, parce que c'est eux qui avaient accès à ce pouvoir-là. Puis ce qu'on souhaite en ce moment, c'est une société plus égalitaire, parce que du moment où que tu es dans un couple égalitaire, c'est-à-dire avec un salaire similaire, tout ça, ou pas de salaire similaire, mais que, tu sais, il y a une considération pour l'égalité, le partage financier des tâches et tout ça, ben, c'est beaucoup plus facile d'être dans une dynamique de pouvoir ben, où tout est séparé de façon égale. Puis tu déconstruis, tu sais, tu parles de ça, tu sais, comme toutes les histoires qu'on a lues là, quand on était petite, dont Cendrillon, là, t'en parles, là, tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis moi, j'ai fait le choix vraiment de ne pas présenter ça à ma fille. Parce que moi, j'ai grandi avec ça, puis je trouve vraiment que ça ne correspond plus à la société d'aujourd'hui. Fait que je connais les personnages, mais tu sais, c'est pas des histoires que je lui raconte en boucle parce que je me dis, tu sais, d'attendre que le prince te choisisse. Parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus, comme tu dis, avec une société égalitaire, tu sais, au niveau homme-femme. Moi, tu sais, j'ai pas d'enfant. Je pense que ma façon que j'aurais trouvé, ce serait de le raconter, mais avec mon éditorial féministe en arrière. Que j'aurais expliqué que dans la vie, il faut pas attendre ça, mais tu sais, en même temps, je pense que tu as une bonne façon, tu sais, de juste te dire, cette histoire-là, il y a tellement d'histoires, pourquoi j'y raconterais ça, tu sais, dans le fond, tu sais, pourquoi j'y raconterais pas des histoires de femmes fortes? Tu sais, moi, quand j'étais petite, là, l'histoire que j'aimais le plus, là, c'était le livre sur Marie Curie. Tu sais, c'était ça que j'aimais qu'on me raconte, puis, tu vois, là, c'est une femme forte, qui est une scientifique, tout ça. Donc, pourquoi pas raconter des histoires comme ça? Tu sais, à mon avis, on va beaucoup plus influencer les jeunes filles à vouloir, tu sais, avoir leurs objectifs personnels plutôt que leur objectif, ce soit de trouver un prince. Oui, puis il peut y avoir beaucoup de déception aussi là-dedans. Tu sais, quand on pense que quand on veut vivre le conte de fées, c'est absolument, là, tout à fait, là. Mais je trouve que Disney et tout ça sont quand même en train de créer des personnages plus forts, là, pour... Moi, je trouve que cette compagnie-là est vraiment en train de s'adapter à plusieurs demandes qui sont faites pour changer, transformer la fiction. Je le remarque beaucoup dans leurs derniers films, je le remarque beaucoup dans ce qu'ils véhiculent. Puis moi, j'apprécie beaucoup tu sais, ce qui est dans toute mon aventure là, avec mon essai, j'ai souvent des super belles conversations, mais des fois, j'arrive devant des gens qui sont plus rébarbatifs, qui disent franchement, on sait que c'est des petits bonhommes, blablabla, pourquoi? Bon. Mais moi, j'aime les gens qui ont une certaine ouverture de dire hey, qu'est-ce que moi j'ai enregistré qui était comme puis que je pourrais essayer de déconstruire à travers ce que je raconte. Puis je trouve que Disney fait ça. Disney, on dirait qu'ils ont beaucoup d'introspection, puis ils disent bon, ben on va essayer d'ajouter quelque chose, tu sais. Puis ça, j'apprécie beaucoup quand je vois que des créateurs font au moins l'effort d'ajouter quelque chose. Oui, tout à fait. Puis, je voulais voir, le temps passe, mais c'est intéressant parce que tu parles aussi de est-ce que faire en sorte que la fiction, tu sais, tu parles de l'aspect plus de création, tu sais, donc est-ce que c'est de brimer l'aspect créatif d'une œuvre, de faire en sorte qu'on choisit, tu sais, de pas nécessairement faire exactement ce qu'on veut, mais d'essayer d'avoir un discours social, de voir
comme toi, un peu plus féministe, tout ça. Puis c'est quoi ton idée de tout ça, finalement? Moi, je pense que c'est vraiment important de ne pas brimer la liberté de création. Puis tu sais, s'il y a quelqu'un que ces idées-là, ça lui parle pas, c'est correct. Je pense que toutes les œuvres ont le droit d'exister. Mais maintenant, cette discussion-là, je trouve qu'elle est importante. Puis je trouve que plus on va avoir cette discussion-là, plus on va y réfléchir, ben plus justement on va amener des changements, comme par exemple à des créateurs, créatrices qui travaillent pour Disney, qui rejoignent une masse critique de gens. Là. Donc, je pense que cette discussion-là, créez ce que vous voulez, mais la discussion est importante. Puis aussi, quand on voit que certaines choses ont mal vieilli, ben on a le droit de le dire. Tu sais, autant il y a la liberté de création, mais il y a la liberté de critique aussi qui existe. Puis je pense que toutes ces choses-là peuvent coexister. Puis, tu sais, moi, quand je pose un regard d'aujourd'hui sur une œuvre du passé, ben, je remets en contexte. Tu sais, pour moi, Sex and the City, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont mal vieilli, mais je suis vraiment capable de remettre en contexte pour dire ce que ça a amené. Ce que ça a amené au niveau des séries télé, ce que ça a amené au niveau des personnages féminins, ce que ça a amené, tu sais, comme vision de la femme célibataire, alors qu'à cette époque-là, la femme célibataire était vue comme une paria et tout ça. Donc, tu sais, je trouve quand même que c'est important toujours de remettre en contexte. On peut pas observer une œuvre d'il y a longtemps avec un regard d'aujourd'hui sans ce contexte-là social. Tout à fait. Puis c'est intéressant, moi je trouve, de lire ton livre, puis après de retourner sur nos classiques de comédie romantique, parce que ça nous permet vraiment justement d'avoir un angle différent sur l'œuvre en tant que telle. C'est ça qui est fascinant. Le but, c'est pas d'arrêter de les aimer. Parce que moi, je vais jamais arrêter d'aimer Sex and the City, je vais jamais arrêter d'aimer tous les films dont je parle. Mais juste d'être capable de prendre une certaine distance, parce que en ce moment, tu sais, il y a beaucoup de recherches, de travaux qui se font sur les frontières de la fiction qui deviennent de plus en plus floues avec toutes sortes de plateformes, tout ça. Donc, juste d'être capable de le regarder avec un regard extérieur, avec un regard de, ben ça, là, c'est un comportement qui est pas normal, qui est pas correct. Tu sais, comme par exemple, le MeToo a beaucoup amené cette observation-là. Tu sais, je regardais, prends juste l'exemple du film The Wedding Singer avec Adam Sandler. Il y a plein de choses là-dedans qu'on remarquait pas avant le MeToo, comme des petites tapes sur les fesses, des commentaires sur les seins de Drew Barrymore. Tu sais, les personnages font beaucoup des commentaires un peu mononcles comme ça sur, tu sais, son physique ou, tu sais, vont faire des petits attouchements. Ça, avant le MeToo, on considérait quasiment que c'était des comportements normaux. Puis finalement, on l'observe autrement. On n'est pas obligé d'arrêter d'aimer Wedding Singer, mais juste d'avoir le regard de « Ah, ça, c'est plus acceptable aujourd'hui, puis c'est correct que ce soit plus acceptable. Voyons, qui veut faire son travail de serveuse puis se faire taper les fesses pendant que tu sers la bière aux gens, tu sais? Donc, ce qui était considéré comme normal, à un moment donné, quand la société évolue, finalement, c'est correct que certains comportements soient plus considérés acceptables. Puis je pense pas que c'est de la rectitude politique de juste le faire remarquer puis de dire, ben ça, dans ce film-là, il y a des choses qui ont mal vieilli, mais j'adore le film pareil. Oui, puis heureusement on voit qu'il y a une évolution. Tu sais, c'est quasiment rassurant aussi de voir que la tape s'est faite et plus... Exactement. Oui. Je trouve ça bien, ça veut dire comme société, tu sais, les mentalités changent finalement. Exactement. Moi, je suis capable de le voir avec justement, avec beaucoup de positivisme. Même dans la série Friends, je regardais plein de choses, plein de blagues qui ont mal vieilli, mais je vais jamais arrêter d'aimer Friends. Mais c'est le fun de voir à quel point la société a évolué sur plusieurs points. Tu sais, il y a plusieurs choses qu'on peut plus mettre dans un scénario maintenant. Tu sais, je vais te donner un exemple qui a changé à cause de la technologie. Par exemple, la fameuse scène où tu rentres chez vous puis il y a un message sur le répondeur que tout le monde entend, tu sais. Ben, on n'a plus de répondeur qui parle dans la maison, tu sais, c'est notre téléphone puis tout ça.
il y a plein de trames qu'on peut plus écrire parce qu'on se dit, ben voyons, il y avait son cellulaire, tu sais, il aurait pu juste texter. Oui. Mais il faut s'adapter à ça. Puis je pense que autant on s'adapte au niveau de la technologie en se disant, ben ça se pourrait plus. Faut s'adapter aussi avec les nouveaux enjeux sociaux. Tout à fait. Puis on n'a pas le choix, finalement. Puis pour savoir, tu dis que tu es en train d'écrire un film. Puis est-ce qu'on peut savoir un petit peu le sujet? Ou... Ben, c'est un film de Noël. Fait que je peux pas en trop en avec dire. le chocolat chaud et des biscuits? Ben, justement, je voulais pas que ce soit une fille qui doit quitter sa carrière pour aller faire des biscuits dans un village de Noël, tu sais. J'avais envie que ce soit des filles. Tu sais, les films de Noël, là, check les films de Noël classiques, mais donc c'est tout le temps des gars, tu sais, Scrooge, Home Alone, Elf, tu sais. Tout à fait. Puis quand c'est des filles, ben c'est des films Hallmark, puis la fille est obligée de quitter sa carrière d'avocate pour déménager dans un village de Noël pour aller s'occuper de la famille d'un gars qui coupe des sapins dans le bois, tu sais. J'étais comme, on pourrait-tu avoir un film de Noël avec des personnages féminins qui sont pas obligés de quitter leur carrière pour aller faire des biscuits, tu sais. Fait que c'est là-dessus que je travaille. Mais tu vois, c'est là que il y a une déconstruction, tu sais. Même au début, je pense que dans ma première version, j'étais allée vers le classique, là, tu sais. Puis après ça, j'ai fait, ben voyons. Tu sais, après, en relisant ma première version, j'étais comme, mon Dieu, je suis donc bien contaminée. Puis j'ai twisté toutes les affaires, tu sais. Mais toi, c'est parce que aussi, ça fait partie de ton éducation, c'est tes croyances, là, que c'est tout ce qui ça t'appartient, ça te définit, mais là, il faut que tu déconstruises ça, là, vraiment, puis voir... Ça m'a pris 10 ans à écrire. Une des raisons de ça, c'est justement tout le travail que j'avais à faire pour... Puis, tu sais, bon, j'ai des limites comme scénariste, puis aussi, tu sais, des fois, il y a des découragements, puis tout ça, mais il y avait aussi là-dedans tout ce que je devais déconstruire dans ma tête pour raconter une histoire qui était plus proche de la société dans laquelle j'évolue et dans laquelle je voudrais évoluer. Tout à fait, tout à fait. Hey, c'est super intéressant. Merci, India. Le temps passe. Je sais que tu es au Salon du Livre demain. Oui, je suis au Salon du Livre jeudi à 10h et à 7h le soir, je pense. Puis le samedi aussi après-midi. Ah ben génial. Fait que puis en plus, une belle façon de pouvoir te parler de ton livre, Mr. Big, que j'ai adoré. Et tous les autres livres. Oui, et tous tes autres livres, voilà. Ben merci beaucoup. Puis je te souhaite bonne chance dans les projets futurs. Puis merci d'avoir accepté l'entrevue. Merci, c'était un plaisir de te revoir. Merci. Bye. Bye.